vice-président d'ailleurs du Conseil général du Var. Alors, vous êtes en bout de ligne, vous êtes un peu, me disiez-vous, en situation d'insularité électrique, et alors vous avez raccordé une centrale au sol dans votre commune. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est quel est votre retour d'expérience. Est-ce quelque chose qui s'avère pertinent pour votre commune? On n'en doute pas, montrez-le nous et développez-nous un peu votre vision pour que, partant de cette expérience, elle puisse faire, comme on dit, tache d'huile. Et merci d'être là, monsieur le maire. Oui, bonjour à tous. Merci pour la promotion. Je ne suis que vice-président du Conseil général et j'aimerais que mon président ne me prévenu ce soir ne me règle pas mon compte demain matin. L'expérience que j'ai vécue dans ma commune, qui est une petite commune du nord-est du Var, pour la situer, elle est à mi-chemin, si vous voulez, de Draguignan, Fréjus, Saint-Raphaël, Cannes et Grasse, est une expérience très positive, un peu longue et douloureuse, parce que dans notre pays, la simplification prend parfois des tours un peu complexes, mais enfin, c'est une expérience vraiment très positive. N'hésitez pas à nous dire les difficultés que vous avez rencontrées, c'est intéressant, ça permettra de mieux nous y préparer pour mieux les contourner une autre fois. Écoutez, on est tombé au moment de l'instruction du permis et des dernières discussions en plein dans la période, pour le coup, vous avez eu un choc, pas vraiment simplificateur, mais le choc de l'écrémage de la filière, enfin de la file d'attente en 2009. On a toujours dans ce pays du mal à jeter le bébé sans l'eau du bain sans le jeter le bébé avec, et donc sous couvert d'écrémer une file d'attente dans laquelle il y avait effectivement beaucoup de prête-noms, de projets qui n'avaient pas de réalité, on a mis en péril aussi des projets qui avaient une réalité industrielle. Bon, on s'en est sorti, mais enfin c'est très difficile. Enfin, je veux dire, je m'occupe des déchets dans le Var, c'est plus facile d'obtenir un dossier d'installation classée pour une installation de déchets que de faire un parc PV de 7 MW crête, quoi. Donc ça donne quand même une échelle aux choses. Donc, passé tous ces tourments, je me retrouve avec un double bénéfice. Je passe rapidement sur celui qui, finalement, à mes yeux, est le moindre, c'est le bénéfice économique, en termes évidemment quand même, pour une commune de 3000 habitants, un revenu de pratiquement 200 000 € par an, c'est significatif, entre le loyer et les taxes. Mais le bénéfice, surtout, il est d'ordre, j'allais dire, symbolique. Parce qu'on n'avait pas anticipé, au point où on l'a ressenti depuis, l'adhésion du public, de mes administrés, de mes concitoyens, à cette réalisation. Il a fallu écarter un certain nombre de préjugés au passage. Pourquoi l'électricité n'est pas gratuite à Cagnan maintenant? Ben parce qu'il y a 24 millions d'euros d'investissement et qu'il y a bien un moment quelqu'un qui les met, ces 24 millions, et que bon, voilà. Je pensais aussi que les gens voudraient absolument tenir à savoir si l'électricité qu'ils consomment était bien celle qui était produite là, ce qui, pour des raisons, on a parlé tout à l'heure du degré d'ouverture du réseau, j'y reviens pas, puis techniquement c'est pas simple, mais au fond ce qui compte pour eux c'est pas ça, c'est l'idée dont j'ai senti la pénétration, j'allais dire, c'est l'idée qu'on rend au réseau plus que ce qu'on lui prend. C'est-à-dire qu'au fond, on consomme tant dans la commune, on produit tant, donc le solde, il est positif, donc voilà, on contribue d'une certaine manière à une idée. Et ça, en un temps où chacun voit à quel point tout ce qui est institutionnel subit un déclin, j'allais dire, galopant, hein, dans la dépression générale, qu'il y ait une réalisation qui fasse un peu consensus et qui, au plan symbolique, parle encore à ce qui reste de sociabilité, de lien social, j'allais dire, c'est pas neutre, c'est pas un petit bénéfice. Et puis, comme vous l'avez dit, à notre manière, on contribue, et ça s'est révélé fort utile récemment, à résoudre, à résorber un problème qui est, chez nous, plus on va vers le sud-est et plus on est effectivement en bout de ligne. On a, si vous voulez, l'électricité qui est produite dans la vallée du Rhône, notamment dans la centrale du Tricastin. Et puis, plus on va en bout de ligne et plus c'est fragile, notamment parce que chez nous il ne fait pas froid souvent, mais quand il fait froid, personne n'en a l'habitude et donc tout le monde pousse les radiateurs. Mais on a une difficulté qui est plus grande encore, c'est l'été, où les jours les plus chauds, à 13-14 heures, tout le monde met la clim, même ceux qui ne la mettent jamais, et où là, on a des pointes quasiment équivalentes aux pointes hivernales. Donc, lors justement de ce dernier épisode, j'ai eu la confirmation que sans ces petits appoints que sont les équipements hydroélectriques du lac de Saint-Cassien chez nous et de la Royale dans les Alpes-Maritimes et les centrales PV du Var, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, donc on ne serait pas passé. Donc concrètement, voilà, c'est surtout là-dessus que je veux insister dans mon approche de l'action publique, concrètement ça a un sens, et un sens qui est apparent, qui parle aux gens. Donc c'est un sens qui n'est pas simplement positif et intéressant pour notre commune, mais qui concerne en quelque sorte l'ensemble de la région, puisque c'est un complément important par rapport au point. Tout le monde se finit heureux en passant cette région qui a plus de difficultés électriques l'été que l'hiver.
mais bon, ça montre bien effectivement ce que ça peut apporter. Il y a combien de centrales comme la vôtre? Ben, pas assez. Je crois qu'aujourd'hui, dans mon département, qui est quand même l'un des départements les plus ensoleillés de France, on a 300 jours de soleil par an dans mon coin, il doit y avoir, à ma connaissance, 17 ou 18 parcs comparables en taille au mien, qui est donc 7 MW crête sur 17 hectares de panneaux. D'ailleurs, si la prochaine fois que vous faites un Paris-Nice en avion, mettez-vous sur le hublot de gauche et vous les verrez à peu près tous, parce que la descente permet de les voir à peu près tous. C'est un parc sur moyen pays. Je crois qu'il y a encore, enfin, entre la situation actuelle et puis arriver à une situation où il faudrait doubler les tarifs de l'électricité, comme il vient d'y être fait allusion pour l'Allemagne, on a quand même encore beaucoup de marge pour profiter des prédispositions de ma région à offrir ce type de complément, enfin faire en sorte que le mix soit vraiment un mix et qu'il y ait du photovoltaïque dedans, parce que pour l'instant ça reste quantitativement assez trop marginal par rapport à ce que ça pourrait être. Mais vous en parlez, j'imagine, aux maires des autres communes, au conseil général, j'imagine que ça doit intriguer, ça a dû intéresser. Comment réagissent vos collègues élus? C'est une idée qui est en train de se développer ou... Oui, alors... Qu'est-ce qui peut gêner, je dirais, qu'est-ce qui peut entraver la bonne communication pour inciter d'autres initiatives comme la vôtre? Ben, ce qui peut entraver, c'est la déprime générale qui est liée à la fois aux questions de tarifs de rachat, et puis aussi... Vous êtes quand même excédentaire, même 200 000 €, mais enfin, c'est pas négligeable. Ah non, mais ça pour la commune, c'est très bien. Mais en revanche, des opérateurs qui arrivent à faire tenir debout des opérations avec des tarifs de rachat de maintenant, disons qu'on va dire que la filière a été sérieusement écrémée, et je pense que c'est un euphémisme. Et puis aussi, il y a la difficulté intrinsèque du dossier. Enfin, pour un petit maire comme moi, un monstre administratif pareil, c'est vraiment un Golgotha administratif. Il faut quand même vouloir se le farcir et en sortir. Donc ça, quand certains de mes collègues me demandent comment ça s'est passé, j'essaie de ne pas trop leur dire la vérité quand même. Est-ce que vous pourriez ici, sans revenir sur ce parcours du combattant que vous évoquez, faire une suggestion, je ne sais pas, pour essayer d'aider tous ceux qui veulent convaincre des maires? Qu'est-ce qui pourrait être fait là aussi peut-être pour essayer de montrer qu'il y a là une voie? Est-ce que vous verriez, si vous aviez un conseil à nous donner aujourd'hui ou à donner de façon plus générale? Je crois que beaucoup de choses se jouent aussi dans la crédibilité de l'offre, parce que beaucoup d'élus sont approchés par toutes sortes de structures. Dans ce que j'ai décrit tout à l'heure comme un sinistre, c'est-à-dire les divers épisodes de révision des tarifs, il y a quand même aussi l'aspect qui était objectivement nécessaire et dont il faut reconnaître la nécessité, et qui était justement de faire en sorte qu'il reste surtout dans la file d'attente des gens sérieux. Il n'y a pas de carte professionnelle finalement pour proposer de faire un champ photovoltaïque. Donc je crois que toutes les mesures qui seront prises, à la fois d'un côté bien sûr pour soutenir économiquement la filière, mais aussi pour faire en sorte que les interlocuteurs qui se présentent aux élus locaux et aux collectivités puissent, comment dirais-je, s'affranchir de cette espèce de soupçon de crédibilité qui parfois leur collait à la peau et au basque tant que les choses n'avaient pas été un peu écrémées, ça ira certainement dans le bon sens. Mais encore une fois, il y a de la marge, spécialement dans ma région. Merci beaucoup. On va donner la parole à M. Philippe Chartier. Alors merci M. Chartier, évidemment au nom de l'ensemble de l'équipe organisatrice, parce que vous avez accepté au pied levé de remplacer Denis Baupin qui, vous disait, attend un heureux événement, enfin, le père de 2 jumeaux, donc il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, donc il a dû malheureusement annuler hier soir, et M. Chartier a accepté très aimablement de le remplacer. Alors l'idée là, c'est de voir peut-être les choses à une autre échelle. On a vu le cas d'une commune, on a vu le cas peut-être d'un bout d'insularité. L'idée est de voir comment les choses peuvent se mettre en place au niveau d'une métropole. Alors je rappelle, M. Chartier, que vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation Bâtiment Énergie et que vous avez été pendant longtemps directeur scientifique de l'ADEME. Alors la question, c'est peut-être pour démarrer, quel développement du PV peut-on imaginer en territoire dense? Le territoire dense. Je vais te prendre le micro, merci beaucoup. Donc en métropole. Oui, disons le développement du PV en territoire dense obéit de toute façon à toute une série de considérations qu'on a vues jusqu'ici. Moi, je voudrais simplement faire insister sur 2 points. Le premier point, c'est que dans un territoire dense et au niveau de boucle électrique, basse tension ou HTA ou HTB, le territoire dense est un territoire où on ne sera jamais en surproduction. On va être dans un système où, finalement,
la consommation sera toujours sur cette boucle supérieure à la production. À cause, je dirais, de l'élévation des Bah, étages. à cause du fait que, ne serait-ce que la densité d'utilisateurs en général et les surfaces disponibles qui sont relativement plus faibles, on est donc dans cette situation. C'est une série de conséquences. La première conséquence, c'est qu'on est vraiment là, dans un cas où on voit que le photovoltaïque, il ne faut pas oublier, est une énergie renouvelable qui a un caractère dual. C'est-à-dire c'est à la fois de la maîtrise de la demande d'électricité et de la production d'électricité. Dans beaucoup de cas, les deux sont ensemble. Quand vous êtes dans ce type de situation, vous êtes vraiment dans une atmosphère, dans une situation de maîtrise de la demande d'électricité. Alors ça a une série de conséquences, y compris lorsque les tarifs s'effondreront, ce qui est tout à fait naturel compte tenu de tout ce qu'on a dit, il est vraisemblable que les mesures de soutien photovoltaïque devront rentrer dans toutes les mesures de soutien à la maîtrise de la demande et la performance des bâtiments. Par exemple, l'éligibilité au certificat d'économie d'énergie. Ça a des conséquences pratiques de ce type. Ça a aussi une conséquence au niveau des techniques. Par exemple, on va être dans des situations où la notion de smart grid, disons, sera plus light que dans des situations où on va avoir à gérer des phases de surproduction. Donc, c'est aussi une zone d'apprentissage. Donc, je crois que ça, c'est la première remarque et la première caractéristique du photovoltaïque en zone dense, qui est bien adapté et qui a cette caractéristique-là. Il y a un deuxième point auquel il faut faire très attention. C'est que vous savez que les perspectives, suite aux lois Grenelle en particulier, c'est d'avoir à partir de 2020 des bâtiments à énergie positive. Inutile de vous dire que c'est quand même énormément de sens par rapport à la filière, surtout si à cette époque on est dans des perspectives où les tarifs d'achat auront évolué d'une manière telle qu'on a la compétitivité. Il faut donc faire très attention à tout ce qui va toucher autour de ce concept de bâtiment à énergie positive. Or, quand vous êtes dans une zone dense, avec 5 ou 6 niveaux, la surface de toiture qui est disponible par rapport à la surface habitable, la surface de bureau, est telle que arriver à la compensation et à l'image d'un bâtiment à énergie positive va être assez difficile à réaliser, surtout si en plus vous placez à Lille ou donc d'une manière générale dans des zones peu ensoleillées. D'où la nécessité, c'était rappelé à plusieurs reprises, de baisser aussi la consommation électrique. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc on est dans une situation où il faut faire très attention à ce qu'à partir du moment où le concept strict de BEPOS n'est pas applicable dans des zones non négligeables, à ce qu'il soit sous une forme ou sous une autre mis en cause, ce qui serait très grave pour la suite. Donc, vous sentez ces menaces moins, si vous voulez, moi j'arrive à cette idée-là, qui a été beaucoup défendue dans le cadre des labels Effinergie auxquels on a beaucoup participé, c'est l'idée que vous devez pouvoir baptiser un bâtiment énergie positive quand il est dans cette situation défavorable du point de vue géographique et du point de vue du nombre de niveaux, en définissant un écart par rapport à 0 que vous pouvez paramétrer et moduler. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous avez cette convention, vous pouvez avoir une généralisation du bâtiment à énergie positive et vous conforter en quelque sorte le concept, ce qui est très important pour la suite. Voilà 2 remarques que je voulais faire sur ce qui pouvait se passer en zone dense. Alors donc, le photovoltaïque est bien adapté, vous l'avez dit, avec les réserves que vous avez évoquées sur cette difficulté peut-être d'atteindre un niveau de surproduction au niveau de l'ensemble du photovoltaïque. Sur le plan de l'autoconsommation, quelle serait la place de l'autoconsommation dans ce schéma? Elle est absolument essentielle. À partir du moment où je vous dis qu'on est dans un contexte où le photovoltaïque est un élément de la maîtrise de la demande d'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport au réseau, ça joue un rôle pas tellement différent des ampoules à basse consommation ou des performances de l'électroménager. Quand vous êtes dans une logique de ce type, l'autoconsommation, je vais dire, c'est absolument naturel. Et comme de plus, vous allez avoir... il n'y aura plus de tarif d'achat au sens strict, j'allais dire qu'elle va s'imposer d'elle-même. Donc elle est cohérente par rapport à la situation, et j'allais dire elle va exister naturellement. Donc, je pense que là, c'est un élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est que vous avez dans les zones denses une possibilité d'avoir une certaine variété
d'usagers, de consommateurs. Vous Alors, allez avoir... comment pourrait-on envisager la complémentarité des usages, je ne sais pas, entre l'habitat, le bureau, le commerce, comment ça pourrait fonctionner? À partir du moment où vous avez sur votre boucle des consommateurs qui occupent, parce que le problème de l'électricité, on parle toujours d'énergie, mais le problème c'est l'appel de puissance, fondamentalement. Donc, quand vous êtes dans un système où vous pouvez lisser l'appel de puissance parce que vous avez différents types d'utilisateurs, vous êtes dans une situation qui est relativement très favorable. Donc, je crois que là encore, on est dans une situation en zone urbaine dense où vous avez cette facilité due à la complémentarité des utilisateurs. Qu'est-ce qui vous semblerait important pour que l'autoconsommation puisse bien s'asseoir dans ce paysage énergétique? Quels seraient les principaux points qu'il nous faudrait, je dirais, mettre en place pour anticiper ou faciliter ce développement? Bon, je ne reviens pas sur un point auquel je suis très très sensible et que j'ai déjà entendu, qui est toute la partie innovation. Il va de soi que ça peut être un objet qui doit être bien optimisé et que ça, c'est un élément clé. Moi, j'insisterai ça suppose recherche-développement. Oui, recherche-développement, expérimentation, retour d'expérience, tout ce dont vous avez parlé. Si on veut l'innovation, il y a des composantes derrière à mettre. Oui, oui. Mais moi, j'insisterai sur un autre point. Je crois qu'on arrive à un stade où la collectivité locale devient un élément absolument clé de l'évolution. Et le rôle, c'est une question de subsidiarité entre l'Union européenne, l'État et les collectivités locales. Je crois que leur rôle essentiel, c'était de donner la sécurité juridique aux décisions qu'on peut prendre au niveau local. Il faut être très attentif à cette dimension-là. Or, il y a des acquis, et moi je trouve qu'il y a des acquis qui ne sont pas suffisamment développés. Qu'est-ce qu'on entend par sécurité juridique? Ça veut dire que, par exemple, dans la dernière loi Grenelle, c'est l'objet d'un article du Code de l'urbanisme, vous avez la possibilité pour les collectivités locales, dans le cadre des PLU, d'afficher et d'exiger des performances énergétiques ou la présence d'énergie renouvelable au-delà de la réglementation. Jusqu'à présent, les collectivités locales pouvaient le faire sur les terrains qui étaient les leurs, mais cette généralisation-là, elle ouvre des perspectives considérables. Et quand on regarde très concrètement, elle n'est pas encore suffisamment perçue sur le terrain. On peut aller très loin et encourager les collectivités locales qui ont alors la sécurité juridique de prendre ce type de décision, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Autre élément aussi sur lequel il faut travailler, c'est l'histoire des bonifications des droits à construire. À partir du moment où vous avez des bonifications du droit à construire qui sont sous contrainte de performance énergétique ou de présence d'énergie renouvelable, vous avez là une marge de manœuvre qui est exploitée déjà par un certain nombre, et là sans retoucher au PLU. On est face à l'existant. Il y a des marges de manœuvre qui sont en train de se mettre en place, mais sur lesquelles il faut insister. Tout ça, ça a le même rôle, c'est de permettre aux collectivités locales d'avancer sur ces terrains-là plus vite que pourrait nous le donner le grand régiment national, en ayant la sécurité de ne pas se retrouver avec des contentieux à tous les coins de rue. Donc voilà des points sur lesquels je crois qu'il faut aller avancer. Un autre point aussi, c'est un peu les rapports entre l'autorité locale, l'autorité concédante et le concessionnaire. Donc on voit de soi, c'est un sujet ultra sensible, il a été élaboré, mais on voit bien qu'il faut monter en gamme du point de vue des compétences dans un échange contractuel des deux côtés. C'est-à-dire que les collectivités locales, il faut que sur le développement des smart grids, elles aient, parce que finalement c'est ça qui est derrière, elles aient une compétence technique propre, capable de négocier avec le concessionnaire, ou éventuellement de passer en régie, ça c'est une question, mais qui soit renforcée. Donc voilà toute une série d'éléments qui fait qu'on devrait trouver sur le terrain des perspectives de développement accéléré de la filière une question que vous m'avez posée. Merci beaucoup pour toutes ces suggestions. On développe aussi une boîte à idées sur un certain nombre d'éléments, donc merci d'y contribuer. Dernier intervenant, et bien sûr vous pouvez rebondir après sur ce qui a été dit, Hervé Latouche. Donc, Monsieur Latouche, vous êtes le directeur général de Sunsil SAS.
Alors, vous pilotez un groupe qui travaille depuis un certain temps sur l'outre-mer français. Vous êtes d'ailleurs basé en Guadeloupe. Hein. Vous êtes, Sunseal SAS, une filiale de Total et d'EDF. Alors, quelle est la situation d'outre-mer? Là, on passe à une autre échelle. On a vu un peu ce qui pouvait être l'insularité hexagonale. On a vu le cas des métropoles. Là, on parle de l'outre-mer. On parle de l'outre-mer, oui. Bien, bonjour, je me permets juste de rappeler que je suis dans le métier du photovoltaïque depuis 1988 j'ai connu Arnaud Mine avec des cheveux d'ailleurs et indépendamment de ça, donc je souligne ceci car je pense que c'est important dans ce que nous traversons d'avoir un retour un peu historique sur ce métier. Et je pense qu'on est quelques-uns dans la salle à avoir passé pas mal de galères dans ce photovoltaïque qui est cher à nos cœurs. Et donc voilà, donc sur l'outre-mer, écoutez, pour nous, les ténèbres sont tombées sur la filière en fin 2010, donc époque connue de tous, hein, du fameux démarrage de l'écrémage, sauf que pour nous, l'écrémage est devenu véritablement quelque chose de tragique. Fin 2010, donc, nous avons eu droit au moratoire, bien entendu. Nous avons eu droit à l'arrêt de la défiscalisation, qui était un des outils de financement qui avait besoin d'une optimisation, mais pas d'un arrêt à l'époque. Et nous avons connu, puisque tous ces territoires de l'outre-mer français, comme toutes les îles du monde, sont des îles énergétiques, nous avons donc connu, en tant qu'île énergétique, ce qu'on appelle un plafonnement de la puissance installable sans stockage. Et donc depuis cette époque, il n'est plus possible d'installer un système qui soit finançable, on parlait de financement par exemple, au-delà de 3 kW. Donc il est clair que pour tout métier confondu, alors que... c'est pour les particuliers, c'est ça. Voilà. Tout métier confondu, on est au-dessus de 3 kW. Alors que jusqu'à 2010, on va dire, nous avions réalisé sur l'ensemble de l'outre-mer 300 MW à peu près de photovoltaïque, qui représente grosso modo 5% de l'énergie qui est consommée sur les réseaux électriques. Donc ça a été un coup d'arrêt incroyable, hein, puisqu'il y avait des centrales au sol, des bâtiments publics, des bâtiments tertiaires qui étaient équipés. Et donc nous vivons là-dessus depuis 3 ans, et malgré le fait d'avoir eu à l'époque un député qui est devenu aujourd'hui ministre, qui s'appelait Lurel, qui nous a aidé à monter une commission gouvernementale pour se battre et faire redémarrer la filière, cette commission n'a malheureusement accouché que d'un modeste appel d'offres creux, un fameux appel d'offres creux, qui a été avec du stockage, auquel on a eu droit une seule fois depuis 2 ans. Les appels d'offres qui viennent de sortir là ont oublié le stockage, et donc par définition les outre-mer, puisqu'on ne peut pas mettre en place du photovoltaïque sans stockage, ce qui se comprend. Hein. Donc quand on discute avec EDF, on n'a pas de problème avec ça. Hein. Le problème, c'est que ça fait 3 ans, et qu'aujourd'hui la profession est décimée, nous avons perdu 3/4 de nos emplois. Nous passons plus de temps à faire des plans de sauvegarde de l'emploi que des plans moyen terme. Et donc là, clairement, ça suffit. Il nous faut, pour arriver à en sortir, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, mais un super bateau, parce que nous sommes vraiment au fond des abysses, voire donc un vrai bathyscaphe. Pourquoi tout ça? C'est parce que les 30% auraient déjà été atteints au niveau des énergies renouvelables. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel blocage? Disons que ce qui explique aussi un tel blocage, c'est que la décision d'arrêter, de faire le moratoire à l'époque, elle a été faite au niveau national. Il est vrai, des décisions à prendre. On n'est pas, nous, à la profession, j'ai fait partie aussi des membres qui ont monté le syndicat à l'époque, nous étions bien conscients que ça allait vite, et il y avait un problème de régulation, sauf que là, tout a été coupé, et particulièrement dans l'outre-mer, où, et j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, on est resté en plus sur des technologies, on nous a demandé de mettre en place des technologies de systèmes intégrés. Donc il faut savoir que le système intégré dans l'outre-mer, c'est dur à dire, mais panneau photovoltaïque dans les outre-mer où il y a 1400 heures de productibles par an,
avec des températures relativement élevées, je crois qu'il ne faut pas sortir de Polytechnique pour se rendre compte qu'il va avoir des rendements pas terribles. Hein, quand vous intégrez un panneau photovoltaïque dans une toiture très très chaude, on tire vers le bas sa production. Or, quand même, ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte qu'on ait un maximum de production aussi. Donc effectivement, comme vous dites, 30%, ces 300 MW ont fait qu'on a tenu 30% de puissance à la pointe du dimanche, le fameux dimanche de l'année où il n'y a pas grand monde qui consomme, et donc 1 ou 2 fois par an, effectivement, on chatouillait ces 30% à certains endroits, dont la Réunion notamment. Voilà, donc ça c'est une des problématiques. Alors, partant de ce constat, l'explication aussi qui a pu aboutir à ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quelles sont les pistes de relance, les perspectives, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Non, alors ça ne peut pas continuer comme ça, d'autant que, et j'en éprouve quand même une certaine... comment dire, je suis vraiment très déçu dans la mesure où l'outre-mer a toujours été un précurseur de ce qui s'est passé par ailleurs. Je crois que ça, Arnaud et les équipes qui ont travaillé, Arnaud connaît bien l'outre-mer, on a quand même, à une époque, l'outre-mer faisait beaucoup plus de photovoltaïque que la France métropolitaine. Je dirais que tous les systèmes, les locations de toiture, les systèmes qui étaient un peu innovants sur le plan technique, se basaient sur des expérimentations faites dans l'outre-mer. Donc moi, ce que nous souhaitons au niveau de la profession, c'est redonner cette capacité d'innovation à l'outre-mer. Ça, c'est fondamental. Et pour ce faire, nous proposons donc le premier, on va dire, montage de tarif, on l'appelle comme ça parce que c'est plus facile, ça se comprend mieux, mais le premier tarif lié à l'autoconsommation, sur lequel pour l'instant il n'y a pas eu de travaux spécifiques sur la France métropolitaine vis-à-vis des pouvoirs publics, mais donc ben voilà, on revient à nos origines. Hein, on comprend bien, vous mettez en place donc, une grille de tarifs d'autoconsommation. Tout à fait. Vous avez vous-même défini. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en faites? Vous allez voir les ministères? Comment ça se passe? Alors oui, on va voir les ministères, et donc on part d'un principe qui est relativement simple et que Jérôme a rappelé tout à l'heure. Dans l'outre-mer, produire un kilowattheure revient en moyenne à 250 € du mégawattheure. Donc dans cette salle, 80% des gens sont impliqués dans le photovoltaïque, et donc vous savez bien que 250 € du mégawattheure, on est déjà, sans stockage, on est déjà dans la péréquation largement dépassée. Donc il est clair qu'on part de ce principe-là. Dans l'outre-mer, on est à 250 € du mégawattheure. Deuxièmement, effectivement, parce que c'est pour ça que la notion de... Lorsqu'on a un peu d'histoire de ce métier, c'est dommage que le président de la CRE soit plus là, mais je me permets quand même de lui rappeler qu'effectivement, sur les 10 dernières années, les coûts CSPE sur l'ensemble de l'outre-mer ont augmenté de 400%, pendant que la consommation n'a augmenté que de 30%. On voit bien, et il n'y a rien il n'y a aucune acrimonie là-dedans, hein, il y a le fait qu'on voit bien qu'on est à la fin d'un système énergétique tel qu'il a été conçu il y a 50 ans, etc., par nos aînés. Et tant mieux, il faut innover. Et donc, on part de ces principes-là. Premièrement, est-ce qu'on veut continuer à voir ça? Le photovoltaïque, on est désolé, sur les 10 milliards d'euros de surcoût CSPE des 10 dernières années, n'a pris part que de 5% dans l'outre-mer, donc c'est 500 millions d'euros. Donc on n'a pas de honte à avoir, à défendre ainsi un système intégrant du photovoltaïque. Et je dirais, l'idée, c'est véritablement d'aller vers un système qui se veut intelligent, qui intègre effectivement l'autoconsommation et notamment la maîtrise de l'énergie. Donc c'est ça la nouveauté en fait, je dirais, de ce que nous proposons, c'est de faire revenir le photovoltaïque à ses origines. À ses origines, quand on était dans des sites isolés du réseau, on arrivait sur une installation électrique, on faisait le bilan de la consommation, et on essayait de faire la MDE. On mettait des lampes basse consommation, des réfrigérateurs basse consommation, des systèmes qui étaient haute efficacité. Ce qu'on propose là, c'est un système qui permet de financer la MDE à l'intérieur, donc à l'intérieur de la même tarification. On arrivera, on fera un bilan énergétique, on fera baisser la consommation du bâtiment en faisant un investissement MDE de tout type. Hein. Ça peut être un investissement sur la de clim économe dans l'outre-mer, ça peut être tout type du pilotage de pointe, etc. Investissement MDE. Et derrière ça, autoconsommation
à plus de 60%. Et service système, parce que ça c'est quelque chose, on est véritablement des partenaires d'EDF, nous on est filiales en plus d'EDF, mais indépendamment de ça, on a un très très bon travail, des très bons développements avec les équipes d'EDF SEI, et sur cela, simplement on veut bousculer un peu le truc pour que ça aille un petit peu plus vite, mais néanmoins on a tendance un peu à converger vers certaines solutions. Et donc du service système, produire à la pointe, bien entendu, etc. Vous avez un retour déjà sur ces conclusions que vous avez faites? Eh bien, Madame Bateau a dit qu'il y avait des discussions avec la DGEC, ben on les rend compte, les dossiers sont déposés, DGEC, Creux, les ministères concernés, et donc on espère effectivement pouvoir faire démarrer ce système dans le timing de la transition énergétique, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Sur le plan du stockage, est-ce qu'il y a un effort particulier à faire? Qu'est-ce que vous entrevoyez? Alors, sur le plan rapidement fait sur le stockage. Sur le plan du stockage, essentiel. Sur le plan du stockage, il y a plusieurs manières de résoudre les problèmes de stockage dans les îles énergétiques. Et là, je parle vraiment des îles énergétiques. Et c'est là où je dis ces îles énergétiques sont quand même l'avenir de ce qui va se passer dans les continents. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester plusieurs solutions. Nous, on fait partie du programme millénaire dont on a parlé tout à l'heure, qui utilise en stockage du lithium-ion. Dans la proposition tarifaire que nous faisons, nous proposons aussi d'utiliser du stockage plomb, parce que le stockage plomb est très très bien recyclé, il connaît des filières qui marchent tout à fait bien dans les Outre-mer. Et on va dire que EDF SEI, lui, est de son côté favorable à développer des grandes zones de stockage, des stockages avec de l'eau, des steppes. Voilà, merci, des steppes marines. Voilà, des steppes marines. Et je dis que là, il n'y a pas d'opposition. Tout est là-dedans et complémentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne verra pas, il y avait des projets de raccorder des îles entre elles, d'aller chercher de la géothermie ailleurs, etc. Ces projets sont malheureusement abandonnés. Et donc, je crois qu'on est vraiment dans des zones aussi ensoleillées. On peut peut-être gagner un combat qui est celui, effectivement, de rendre ces bâtiments intelligents, mais même avant d'être dans le smart grid super compliqué, etc., mais déjà refaire rentrer la notion que le photovoltaïque et la MDE sont complètement liés. On a effectivement à un moment, peut-être dans notre profession, été à la limite de l'hérésie, en train de se dire bon, la MDE tant pis, on le paye cher aujourd'hui, mais il faut y revenir. Et moi en tout cas, vous le sentez, je suis un partisan volontariste pour refaire venir le photovoltaïque dans les bâtiments avec beaucoup de MDE autour. Alors, dernière question, l'autoconsommation. Est-ce que c'est le fer de lance un petit peu tout ça, ou finalement c'est un élément de plus à côté? Ah non, complètement. L'autoconsommation, c'est le fer de lance. C'est-à-dire que si vous voulez rendre un consommateur, entre guillemets, non pas intelligent, parce que je n'aime pas le terme, mais en tout cas plus responsable, cela ne peut passer que par l'autoconsommation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un toit photovoltaïque et qui vend son électricité, je dirais qu'il peut, à partir du moment où il veut faire ses propres bilans, savoir qu'il est un bon citoyen, là, avec l'autoconsommation, il va le voir tout de suite en termes d'incidence financière sur sa facture. C'est simplement mon moyen de pousser aussi la maîtrise de l'énergie. Ah oui, donc je pense que maîtrise de l'énergie, autoconsommation, stockage sont complètement associés dans les Outre-mer. Je me permets de dire que le programme que nous proposons, qui est de faire 100 MW par an pendant 7 ans dans l'ensemble de l'Outre-mer, c'est presque 3 milliards à 3 milliards et demi d'investissement, c'est près de 5000 emplois, et c'est ouvrir le champ, parce que moi je voyage beaucoup et je travaille beaucoup sur les zones de la Caraïbe, etc. C'est véritablement nous permettre de refaire ce que nous avons fait à l'époque du décollage de l'Outre-mer. Et j'en sais quelque chose, je suis un des membres fondateurs de Ténésol. On a attaqué l'international parce qu'on avait les Outre-mer, parce qu'on était solide sur notre marché local. Et donc nous avons réellement développé notre boîte comme ça. Et là je pense qu'on est de nouveau à ce moment de l'histoire. Il faut attaquer les îles énergétiques et il faut pour cela avoir un système qui fonctionne, faisant en sorte que celui de l'Outre-mer soit le premier à être mis en œuvre, et puis bien entendu les systèmes continentaux suivront.
Je suis sûr que ça va pouvoir aider aussi l'exportation, c'est ce qu'on verra cet après-midi dans la table ronde numéro 4. Juste un dernier truc sur la CSPE, parce que je sais que ça c'est un sujet. L'impact CSPE de notre programme, tel que nous l'avons calculé, c'est lissé sur les années programme 40 millions d'euros de surcoût par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc ça nous paraît relativement raisonnable par rapport aux chiffres que nous avons entendus ce matin. Merci à chacun. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce qui a pu être dit au cours de cette table ronde avant que vous puissiez, vous-même dans la salle, réagir, poser des questions? Vous le faites de manière à tout moment. Alors voilà, nous avons un petit quart d'heure avant que M. Arnaud-Mine conclue en quelque sorte l'ensemble de ces deux tables rondes de la matinée. Il y a un micro qui va descendre, il suffit de lever la main et il y a la gentillesse de vous présenter. Je souhaite poser la première question. Voilà. C'est juste au milieu, donc je ne sais pas quel micro va venir en premier. En essayant de faire en sorte d'avoir des questions appliquant des réponses courtes pour qu'il puisse y avoir le maximum d'échanges. Merci. Merci à tous. Ah, je ne sais pas si ça marche bien. Il faut peut-être que j'appuie sur IF. C'est bon? IF. Allez-y. Voilà. Alors, Oui, non. Ah, c'est parfait. Excusez-moi. Jean-José Vanel de la revue Énergie Développement Durable. Merci pour cette table ronde. Je ne sais plus vers qui je dois adresser ma question ou ma remarque. Mais effectivement, donc j'ai bien compris que quand on est dans un lieu urbanisé dense, on peut avoir mixité des usages, puisqu'on a mixité, application professionnelle, tertiaire, résidentielle. Mais est-ce que là, ça passe à un moment donné par un plan d'urbanisation pour que tout ceci puisse tenir la route sur du long terme? M. Chartier veut répondre ou il y aura plusieurs réponses de chacun intervenant. Oui. Ça dépend si vous êtes dans un univers déjà existant, construit, auquel cas finalement c'est un problème dans le cadre actuel, c'est un problème d'articulation autour du réseau de distribution d'électricité et de sa gestion. Il n'y a pas d'autres éléments à mettre en place. Je pense que, à moins d'aller vers des systèmes complètement autonomes, mais qui supposent, compte tenu de la loi actuelle, que vous soyez sur un terrain dont vous avez toute la propriété. Donc dès que vous êtes dans un système plus intégré, il faut tenir compte du fait que vous devez passer par le réseau de distribution pour harmoniser ça. Merci à tous deux. Une autre question? Monsieur. Bonjour, Bernard Couvos, Société Ciel et Terre. On parle beaucoup d'autoconsommation et on rapporte beaucoup ici aux particuliers, mais il faut penser à l'autoconsommation sur les grandes entreprises ou industrielles, commerciales ou tertiaires, où là la vocation du propriétaire n'est pas d'investir dans un système énergétique, ce n'est pas son métier, donc il y aura toujours un besoin d'investisseurs tiers pour porter l'investissement photovoltaïque et éventuellement vendre l'électricité à l'utilisateur. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à des systèmes associant dans ce même terme d'autoconsommation cette production d'électricité déléguée à un tiers et faciliter ce système notamment sur le plan réglementaire pour qu'on soit un producteur d'électricité puisse immédiatement, sans complexité administrative, vendre son électricité un utilisateur unique. Est-ce qu'on ne peut même pas concevoir que, comme dans d'autres pays comme Israël ou l'Inde, un producteur d'électricité puisse vendre à distance un utilisateur sans payer des charges de réseau élevées? En Inde, c'est gratuit. En Israël, c'est favorisé dans un rayon court. On doit vendre maintenant son électricité à un utilisateur, mais dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. Est-ce qu'on ne devrait pas penser l'autoconsommation aussi en ces termes-là pour les installations d'une certaine dimension? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Alors, je ne sais pas, M. Noble Aéropage qui souhaite répondre en premier. Merci beaucoup. Je pense que votre question elle se rapporte un peu aux problématiques qui ont eu lieu il y a 4-5 ans, quand les tarifs de rachat étaient très élevés et qu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient financer des centrales solaires sur des toitures de tiers. Ce sont des problématiques qui, les montages existent, hein,
Par contre, à chaque fois, on rentre dans des problématiques assez complexes qui est plus d'ordre juridique, de propriété finalement de la toiture, qui on est plus dans du cadre du droit privé qu'autre chose en fait. Donc ça c'est la problématique, j'ai envie de dire toiture. Après sur la problématique réseau, je ne sais pas. Oui. Oui, là on passe un petit peu dans le cadre législatif. Sinon, dans le cadre purement technique, je crois que rien ne s'y oppose aujourd'hui. Un investisseur peut très bien choisir d'investir, au moins pour bénéficier du tarif d'achat, ça c'est une pratique extrêmement courante. Après, investir pour faire de l'autoconsommation sur place, il y a le problème de la revente. Donc ça, je pense qu'il y a déjà des systèmes qui se font, où il y a quelque part, comment dire, je cherche le terme. Oui, non, mais le fait de... Là, la question, c'est vraiment, quelque part, donc un investisseur, et ensuite une autre consommation sur place, et le moyen de lier les deux. Et rien n'empêche d'avoir, par exemple, un loyer, qui représenterait grosso modo une part de la consommation. Donc il y a des montages qui se font aujourd'hui comme ça, mais pas dans le cadre effectivement de la vente pure d'électricité. Mais là, c'est carrément un autre sujet, la vente pure d'électricité. Législatif, réglementaire, qui ne dépend pas, à mon avis, de la table ronde. Merci beaucoup. Une autre question encore. Dernière question, puis après. Allô, Jean-Pascal Bus, avocat. Question sur l'aspect plus urbanisme et densité de construction. Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà quelques statistiques sur l'utilisation de ces dispositions de la 2 en matière de surdensité? Je crois que je ne vais pas me tromper en disant que le COS peut être augmenté sur un bâtiment de 20%. Et j'ai l'impression, et vous disiez, M. Champier, je crois, que l'augmentation, ces dispositions sont faiblement utilisées. Est-ce qu'on a déjà une idée des statistiques liées à ça? Pas du tout. Et de la même manière pour les PLU. Est-ce que vous avez déjà un nombre de PLU qui favorise ces constructions? Alors sur le premier point, historiquement, la bonification des droits à construire sous critères de performance, ça date de la loi POP de 2005, et ça s'appliquait uniquement à cette époque-là au coefficient d'occupation des sols qui n'est pas utilisé de manière générale. Dans ce cadre-là, il y a eu des travaux qui ont été conduits par la région de France, la Rennes, en liaison avec l'ADEME, où ils ont recensé une cinquantaine de communes qui avaient conduit des expériences, et on pourra donner des références plus précises, ce qui permet déjà de voir ce qu'on pouvait faire avec le COS. Puis, dans le cadre de la loi Grenelle 2, il y a eu une amplification du phénomène. D'ailleurs, à l'époque, c'était à l'initiative du gouvernement, c'est pas au niveau du Parlement que ça a été ajouté comme amendement, avec en particulier le monter à 30%, mais plus à 20%, et deuxièmement, l'étendre à l'ensemble des droits à construire, c'est-à-dire le gabarit, pas seulement le COS, etc. Donc, tout ça, ça a été mis en musique récemment dans le code. Je pense que l'ADEME doit, avec la RED, continuer à suivre ça et on pourra trouver des éléments. Voilà pour ce qui est de la bonification des droits à construire. Au passage, je voudrais d'ailleurs signaler que moi j'étais un petit peu surpris dans les projets concernant la future loi sur la construction, la mesure numéro 5, qui prévoit de faciliter la transformation du bureau en logement, c'est bien, et favoriser la densité en zone tendue. Et j'étais étonné de voir que finalement, on n'était pas de conditions de performance, au moins dans les textes distribués à la presse. J'attire l'attention là-dessus, si vous avez à évoquer ça avec des parlementaires, ça mérite quand même une certaine attention. Parce que, y compris pour la filière, ça a beaucoup de sens.
Donc ça, c'est pour la partie bonification des droits construits. Sur le deuxième point, le PLU, c'est une initiative très nouvelle. C'est dans le code de la construction il y a très peu de temps. Donc effectivement, c'est un problème d'enquête à laquelle il faudrait procéder. Et moi, j'attire à chaque fois que je peux l'attention sur ce point, de façon que quand vous rencontrez des élus, vous attirez leur attention là-dessus, parce que franchement, c'est un très bel outil. Et il faut donc pouvoir s'en servir. Donc je ne pense pas qu'on ait à l'heure actuelle des retours d'expérience, mais là encore, ça serait sans doute une suggestion à faire à l'ADEME de bien vouloir monter avec une ou deux régions un observatoire pour savoir un petit peu quelles sont les collectivités locales qui rentrent dans l'affaire. Merci, c'est aussi une chose qui va un peu en marge de ce qu'on évoquait avec M. Cavalier tout à l'heure, comment sensibiliser, montrer aux élus les possibilités qui peuvent se mettre en place. Donc une dernière question avant la conclusion. Voilà, mon nom est Pals, je suis speaker cet après-midi. Je voudrais mentionner quelque chose qui me semble particulièrement important. Les Allemands ont fait une investigation du cadastre au Baden-Württemberg, dans le sud de l'Allemagne. C'est une grande région, très riche d'ailleurs, et très ensoleillée. Donc ils ont identifié tous les toits de tous les bâtiments, même avec les inclinaisons. Ils ont défini donc au niveau de tout le pays, du Baden-Württemberg, les potentialités pour le solaire. Et en deuxième, ça a déjà été achevé il y a un an. Et actuellement, ils complètent en définissant la rentabilité en fonction de l'ensoleillement de l'endroit, de l'inclinaison du toit et tout ça. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qui est concret. Merci. Merci d'abord, M. Pal, de votre présence. Nous sommes très heureux de pouvoir vous écouter cet après-midi. Mais je crois effectivement qu'il faut toujours anticiper, toujours faire de la prévision. Je ne sais pas si on a ce genre de prévision en France, si c'est déjà anticipé de la sorte, mais c'est certainement quelque chose sur les bases prospectives qui est tout à fait intéressant. Merci. Qu'a veut réagir, M. Latouche? Oui, d'ailleurs, je dois souligner qu'il y a une initiative politique qui rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, monsieur, peut-être pas d'une manière aussi drastique et aussi exhaustive, mais qu'il faut souligner, c'est que, enfin, je n'ai pas connaissance en France de régions, de présidents de régions, qui s'allient pour essayer de faire apparaître un modèle énergétique dans leur région. Ça existe peut-être, en tout cas je ne le sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Corse et de Réunion ont décidé de s'associer au sein d'un réseau qu'ils appellent Pur Avenir. Et donc ce réseau fait en sorte de pouvoir unifier tous les travaux, y compris les nôtres, et vont eux-mêmes au gouvernement, eux-mêmes à la Creux, eux-mêmes dans toutes les instances pour essayer de faire bouger les choses. Donc c'est quand même à souligner hein, que des régions prennent véritablement en main leur avenir énergétique, et tout ceci dans une respiration avec l'ADEME qui est constante. Et donc je tenais à le souligner parce que c'est aussi le retour de l'ADEME, on va dire, un peu dans les orientations, on en avait bien besoin, et donc c'est quelque chose que je pense qu'il faut développer. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. On peut vous applaudir pour tous ces éléments, toutes ces suggestions que vous avez mises en avant. Un grand merci à chacun d'entre vous. Donc je passe bien sûr la parole maintenant à M. Arnomi, donc, qui est président du CER, on disait, président d'Urbasolar, et puis je vous donnerai quelques petites indications après techniques pour cet après-midi. Oui, merci. Mon propos va pas être plus longtemps, il est l'heure d'aller déjeuner. Merci à vous tous pour vos interventions. Alors moi, beaucoup de choses ont été dites au fil des tables rondes ce matin, et des choses qui changent complètement l'approche qu'on peut avoir de notre métier. La première chose, c'est la pertinence économique. La pertinence économique, c'est quand même une grande et très nouvelle chose. Le photovoltaïque, c'est quelque chose qui est pertinent économiquement. Maintenant, très bientôt, on y est. Le deuxième point, c'est des travaux d'accompagnement sur la qualité et qui sont le symbole finalement de la maturité de cette technologie, de cette filière et de ses acteurs. Maturité de travaux sur la qualité, à la fois dans le monde du bâtiment, sur le mode spécifique du photovoltaïque. Donc les technologies sont là, bien sûr il faut de l'innovation, bien sûr les choses vont évoluer et elles évoluent et très vite, mais pour autant,
Les offres sont là, elles sont prêtes, elles sont de qualité et elles sont pertinentes. C'est quelque chose qu'il faut avoir quand même clairement à l'esprit. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises. Maintenant, le marché demande quoi? L'évolution de cette filière, ça demande quoi? Ça demande finalement la mise en place d'un contexte qui permette à ce potentiel de se révéler. Et le contexte, c'est la réglementation. C'est la réglementation du bâtiment, c'est la réglementation de l'électricité et de la distribution du courant. On a parlé de certificats d'économie d'énergie. Comme le photovoltaïque bénéficiait d'un tarif aidé, tout d'un coup le photovoltaïque a perdu le droit à bénéficier de certificats d'économie d'énergie, ce qui maintenant devrait être changé, hein, et très vite. On a parlé de la RT, des RT, des réglementations thermiques, mais il est clair que sur l'enveloppe du bâtiment, le fait d'exiger un certain niveau de pertinence et de performance énergétique, ça va être un outil considérable et très puissant pour le photovoltaïque. Et bien entendu, la maîtrise de l'énergie et la production d'énergie photovoltaïque ne s'opposent pas, elles se complètent. Il faut bien entendu que l'un et l'autre fassent la part des choses à son voisin de façon qu'on n'aboutisse pas à des choses aberrantes. Et puis des réglementations sur l'accès au sol, au foncier. Et clairement, dans le domaine de la construction, on peut parler du coût du photovoltaïque, mais tout ça est complètement anecdotique parce que finalement, le fait d'aménager la réglementation et de bonifier finalement les droits à construire sur un sol donné, sur un foncier, dès lors que l'acte de construire est vertueux sur le plan énergétique, ça permet de toute évidence d'assurer de façon définitive la pertinence économique de ces énergies renouvelables et du photovoltaïque en particulier. Voilà. Là où on ressent finalement un petit peu de réticence, si on a eu des discours qui étaient un peu dissonants par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, c'est des discours liés au secteur énergétique. On sent bien que le secteur énergétique est en retrait et que oui, on fait des choses mais pas trop vite, mais les chiffres ne sont pas tout à fait ça et il y a des coûts énormes, mais ça ne va pas être si simple. Et on voit bien qu'il y a, alors je vais vous donner d'autres exemples, dans notre quotidien syndical ou notre quotidien en termes d'acteurs de la filière, on voit bien qu'il y a là, tout d'un coup, des décalages et des dissonances. Par exemple, vous savez, les SRCAE, cette programmation au niveau régional de ce qui peut être développé en matière d'énergie renouvelable. Donc on essaye de déterminer les zones, par exemple, où on peut mettre en place ou pas des centrales éoliennes ou des centrales photovoltaïques. La dernière fois que j'ai participé à une réunion à Languedoc-Roussillon, bon, il y a du soleil, il y a un tissu urbain, mais enfin il n'y a pas trop de contraintes. Et j'arrive à cette première réunion, et l'Adréal avait travaillé, je ne remets pas en cause la qualité du travail, bien entendu, mais on arrivait à une carte du Languedoc-Roussillon où finalement devaient apparaître en vert les zones où il était judicieux d'envisager qu'on puisse installer du photovoltaïque. La carte était rouge. Je n'arrivais pas à voir les... Alors, ma vue baisse, certes, avec au fil des années, mais il n'y avait pas de vert sur cette carte. Et pourquoi? Et parce qu'il y avait une logique de réflexion qui était, bon, alors, du photovoltaïque, où ne faut-il pas en mettre? C'est pas où faut-il en mettre, c'est où ne faut-il pas en mettre. Et alors, si on est loin des centres urbains, c'est pas terrible parce qu'il va falloir des réseaux de transport et ça va coûter cher. Donc on prend les centres urbains, tout ce qui est à plus de X kilomètres des centres urbains, ça devient rouge. C'est extraordinaire. Et puis alors à proximité des zones urbaines, oui, mais alors il ne faut pas que ce soit des terrains inaudables, avec un risque feu, avec un risque ci, avec un risque là, avec le passage de ma belle-mère, avec... Tout devient rouge de nouveau. Et puis on arrive finalement à pouvoir faire éventuellement du photovoltaïque sur quelques points où le prix du terrain est tel que de toute façon on fera autre chose que du photovoltaïque. C'est un exemple. Autre exemple, l'exercice qui est symétrique, qui suit les CSRCAE, c'est le S3R-ENR. C'est finalement, une fois qu'on a identifié où on mettrait les énergies renouvelables, comment peut-on programmer le financement des réseaux de transport. Et CSR3R-ENR, on est en train de nous expliquer que donc, au-delà des coûts de raccordement au réseau, et Jérôme Biret ce matin en a parlé, il y a une inflation des coûts de raccordement au réseau qui sont extraordinaires, et on parle de références techniques qui nous obligent à, mais la réalité, c'est que je pourrais vous détailler ça tout le reste de la matinée, mais des incohérences dans les process qui induisent des enchérissements inutiles et le fait de payer du cuivre inutile par le consommateur d'électricité via la CSPE, finalement, paye par le tarif le coût de raccordement et on paye du cuivre qui ne sert à rien. Toujours est-il que dans ce S3R-ENR, on est en train de nous expliquer qu'un générateur de 36 kW, parce que c'est 36 kW, peut être amené au-delà de son coût de raccordement au réseau basse tension
peut être amené à payer sa quote-part de renforcement du réseau HTA, il y a du 20 000 volts, mais aussi du réseau de transport RTE, 63 000 volts et au-delà. Pourquoi? Parce qu'il existe un cas avec un hangar agricole qui serait dans une zone dans laquelle il n'y aurait pas de consommation. Il se pourrait possiblement qu'on soit amené à réinjecter le réseau sur les 63 000 volts. Violon, orchestre, démonstration. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire quand même, malgré tout, c'est que nous sommes à une époque charnière, nous parlons de transition énergétique, la technologie est là, elle évolue toujours, mais elle est prête. Les idées d'évolution sont là. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans ce processus d'innovation, on n'a pas le droit de ralentir, on n'a pas le droit de ne pas se parler, on n'a pas le droit d'arriver à un consensus national. Et toutes les forces de friction qui existent aujourd'hui et qui amènent au fait que les choses ne se font pas, finalement, c'est un peu de ça notre éducation aussi ce matin, doivent être maîtrisées. Et nous espérons bien, par notre input, nous avons fait un certain nombre de travaux, comme nous vous le disions ce matin, et dans la petite brochure qui est à disposition de tous à l'entrée, un certain nombre de démonstrations qui sont assez évidentes. Une commune de 7000 habitants, certes, ça n'est qu'une simulation, mais en fait, ce qu'on démontre de façon raisonnable, c'est qu'un générateur photovoltaïque de 2,5 MW permet d'assurer un niveau d'autoconsommation raisonnable pendant une journée d'été et un niveau d'autoproduction moindre l'hiver, mais toujours est-il qu'un schéma dans lequel une commune de 7500 habitants pourrait bénéficier d'un générateur de 2,5 MW sans impact de coût sur le réseau de transport, bien entendu ça marche. Bien entendu ça marche qu'un centre commercial soit alimenté avec du photovoltaïque. Ça marche d'autant mieux si, après la première phase de consommation pure et simple, si en plus on est capable de provoquer du décalage de consommation, parce que le groupe froid du centre commercial peut être forcé, en marche forcée, en milieu de journée, quand on produit du photovoltaïque. Bien entendu, on peut le faire. Et ça permet d'augmenter, de passer par exemple de 30% d'autosuffisance à plus de 45% d'autosuffisance. Donc avant même de parler de stockage, on voit bien que nous avons les solutions techniques pour permettre une diffusion à très large échelle, et encore une fois de façon absolument pertinente sur le plan économique, de cette technologie photovoltaïque. Voilà. Donc un certain nombre de choses ont été évoquées. Vous parliez, monsieur, de la possibilité de distribuer le courant. Oui, ça fait partie des idées dont nous allons faire la promotion. Au lieu d'avoir une CSPE qui finalement dit « j'ai du courant, je ne veux pas savoir à quelle maille et je ne veux pas savoir où, et il faut que par la CSPE on rembourse la différence entre un prix de gros qui est amené à baisser et un prix de vente au consommateur final qui est amené à monter, et la différence c'est la CSPE qui doit les payer », je sais mieux marcher sur la tête que tenir ce raisonnement-là. Je ne vous en ferai pas la démonstration là tout de suite. C'est évident que ce n'est pas comme ça qu'on doit raisonner. C'est pas comme ça. La réalité, c'est que oui, il y a possibilité de produire une électricité photovoltaïque qui est pertinente. Oui, il faut favoriser par la réglementation des modèles d'autoconsommation. Oui, il faut raisonner aussi au niveau de l'îlot urbain et de la collectivité locale. Et que donc, le paradigme doit s'inverser. C'est-à-dire qu'on doit trouver effectivement à tarifer, car tout service se paye et c'est bien normal, à tarifer la distribution d'un courant entre un producteur et des clients qu'il a identifiés en fonction de la distance d'acheminement. Et ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et qu'on n'aboutisse pas à des modèles économiques qui tiennent la route. Voilà. Donc en conclusion, pour cette matinée, sachant que cet après-midi on parlera d'industrie, on parlera d'export, en conclusion, nous sommes la génération qui a vécu la révolution des télécommunications. Nous avons connu le téléx, nous avons connu le fax, nous connaissons l'Internet. Certes, l'évolution n'est pas terminée, mais nous avons connu ce changement radical de la communication pour le particulier, pour l'entreprise. Nous serons aussi la génération qui verra la révolution du secteur de l'énergie et de l'électricité en particulier. Il est impossible que ça ne soit pas le cas. Donc, dans ce travail sur la transition énergétique, nos propositions, et moi j'ai eu le plaisir d'entendre Madame la Ministre ce matin, qui est tout à fait ouverte à cette discussion et ouverte au fait que ce débat sur la transition énergétique aboutisse à un résultat tangible et ne soit pas finalement l'enterrement de nos illusions. Mais ce débat sur la transition énergétique doit voir l'avènement, en ce qui concerne le photovoltaïque, de l'autoconsommation à très large échelle, au niveau du bâtiment, au niveau de l'îlot commercial ou industriel,
au niveau de l'îlot urbain et avec une évolution forte des réglementations. Et encore une fois, il n'est impossible, il n'est pas acceptable que des forces de friction ralentissent cette évolution qui est absolument nécessaire et qui ne peut pas ne pas être. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous inviter de la part des organisations.